Le Fonds du 11 janvier présente Esprit critique, es-tu là ? Une collection de 7 podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. Au micro, Alexandre Hérault. Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France dans toute sa diversité s'est levé aujourd'hui. Racisme, préjugés, théorie du complot, antisémitisme, éducation aux médias, laïcité. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble ? 6e épisode. Déconstruire les préjugés. Avec Citoyenneté possible et le mémorial de la Shoah. Gabriel Rochman, une image de cette manifestation du 11 janvier 2015. C'est l'image de tous ces jeunes qui s'agrippent à tout ce qu'ils peuvent pour voir cette immense foule qui s'est rassemblée, qui arrive tout le temps, et de ces jeunes qui montent sur les réverbères, montent sur la statue, crient, s'interpellent, chantent la Marseillaise, d'autres chants, c'est ça. Un sentiment. À la fois du désarroi et en même temps une volonté de faire. Une volonté de dire on est là et il y a des choses à faire ensemble. Une émotion. Le fait d'être dans une foule, en fait, c'est à la fois porteur, parce qu'on se dit, il y a une prise de conscience que quelque chose ne va pas. Cette prise de conscience, elle peut aller plus loin. Après, comment ? Ça, c'était une question qui est arrivée un peu après. Le comment on fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Non pas qu'est-ce qu'on fait là, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est déjà ce qu'on faisait avant, parce que, en tant que directrice générale adjointe de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, c'est une thématique sur laquelle on est présent depuis de nombreuses années. Enfin, la lutte contre l'antisémitisme et le dialogue interculturel, c'est un des axes d'intervention de la Fondation. Et c'est un des axes sur lesquels on avait été amené à plus travailler, à être plus en échange avec les associations, notamment depuis les attentats, les assassinats, Ilan Halimi 2012, Toulouse, Montauban, la multiplication des actes antisémites. Et donc on travaillait déjà sur ces sujets-là. Et donc la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant, c'est comment on fait peut-être différemment, parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans la manière de faire, ou qui devaient peut-être être faites ailleurs, différemment, avec d'autres. Et quand le Centre français des fonds et fondations m'a averti de la réunion d'un ensemble d'initiatives de fondations sur l'après 11 janvier, on s'est dit que oui, il y avait sans doute matière à réflexion, matière à action dans du collectif, et donc de transformer cette mobilisation en quelque chose de différent et spécifique dans la société civile, spécifique parce que ce sont des fondations, donc des institutions qui sont déjà impliquées dans la société civile et qui voulaient réfléchir à leur mode d'action et comment évoluer dans leur mode d'action. Gabriel Rochman, il y a une thématique qui vous sied particulièrement à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, c'est celle de la déconstruction des préjugés. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ? La conviction profonde, c'est que c'est par le travail de terrain, celui des associations, celui des professeurs, que passe la lutte contre les préjugés, le développement de l'esprit critique, la capacité de se donner des outils et quand on est professeur, responsable d'association, mais de donner surtout des outils à ceux qui se confrontent à un monde où il y a tellement d'informations qui passent, vraies, fausses, tellement de préjugés qui passent aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, dont on sait la caisse de résonance qu'ils sont. Et donc cette lutte contre les préjugés, cette construction d'un esprit critique, c'est essentiel pour nous. On quitte vos locaux de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, Gabriel Rochman, et on se dirige vers Citoyenneté possible, où nous attend sa fondatrice, Souad Belhaddad. Merci à vous. Merci à vous.
J'aimerais profiter, soit Bellada, d'une chose. On peut interroger, au départ, le titre lui-même. Citoyenneté possible. Le titre initial, c'était « C'est possible ». Parce que moi-même, mon parcours montre que, il y a des possibles, mais qu'il faut un peu leur forcer la main. Et puis, c'est très bête, mais c'est possible, c'était le slogan déposé par, à l'époque, la SNCF, voilà. Et ce « C », finalement, avait aussi beaucoup de sens, puisque c'est le « C » de citoyenneté, le « C » de cohésion, et que c'est absolument ce qui nous anime. Mais à l'époque, le terme de citoyenneté, il n'était pas si à la mode que ça. Cette époque, c'est 2006, et puisque viennent d'être exposées deux petites choses, dont votre parcours, c'est-à-dire c'était une évidence peut-être pour vous, ce que vous aviez vécu en tant que journaliste, mais aussi en tant que femme de théâtre, en tant que citoyenne tout simplement, imposait que vous passiez, j'allais dire, à une autre action. Non, je ne suis pas passée à une autre action. Cette action, elle a toujours été parallèle à tout ce que j'ai fait. Et je pense même que c'est l'inverse. Moi, j'ai vraiment connu le racisme enfant. Et je pense que ça m'a donné une lecture du monde très binaire dans un premier temps. Et je suis devenue journaliste parce que je croyais à la notion de justice, de témoignage. Je suis passée à l'édition parce que le journaliste ne suffisait pas. Je suis passée au théâtre parce que l'édition ne suffisait pas. Mais tout a été toujours animé par ce même fil conducteur qui était de la question de la parole, de la violence de la parole, puisque je le raconte maintenant régulièrement, mais à 5 ans, je suis assise en bas d'un immeuble et un jeune passe et me dit « Toi l'arabe, tu pues ». Et juste, je ne comprends rien. C'est aujourd'hui, bien sûr, avec les années, je peux décrypter qu'une violence, ça tétanise, qu'une violence, ça enlève les mots, ça laisse sans voix. Et c'est pas par hasard qu'après, j'ai pris la parole et j'ai voulu servir des sans-voix. Mais ce qui est très intéressant, pour expliquer aussi ce qu'il en est de citoyenneté possible, c'est que quand j'ai écrit mon premier livre, Entre deux jeux, où j'ai pour la première fois raconté cette scène qui a été quand même déterminante dans ma vie, c'est-à-dire de me dire, mais je comprends pas, je sors d'un bain, ma mère m'a parfumée, je pue pas. Donc de comprendre qu'en fait, une parole est assassine, qu'elle ne dit pas littéralement ce qu'elle dit. Là, elle ne disait pas que je sentais mauvais, puisque objectivement, ce n'était pas vrai. Donc, elle me disait autre chose. Mais quoi ? J'avais 5 ans, quoi. Bon. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand a été réédité mon livre il y a 6-7 ans, j'ai donc refait une préface, et je me suis rendu compte qu'avec tout mon parcours, aujourd'hui, cet adolescent, c'est moins lui qui m'importe dans son racisme que l'impact de la violence, et que c'est ça, aujourd'hui, que j'aurais envie de lui dire. Citoyenneté possible, c'est clair et net. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'impact d'une parole violente. On est moins intéressé par son intention. Pourquoi ? Parce que quand vous dites à quelqu'un c'est raciste, il y a un énorme débat en France, mais c'est pas vrai, c'est pas raciste, c'est de l'humour, vous exagérez, mais si c'est raciste, etc. Et hop, de nouveau, on est dans un clivage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de fédérer. Voilà. Mais pas comme dans la petite maison, dans la prairie. Il ne s'agit pas que tout le monde est beau et gentil. Il s'agit de comprendre quand j'ai un propos, qu'est-ce qu'il dit, comment il impacte. Freud dit ça très bien, le verbe peut être assassin comme il peut réparer. Nous, on décide qu'il faut qu'il soit réparateur. Et je pense profondément que le langage est un élément de cohésion dans notre pays et qu'il faut le soigner. Et que ce qui a été terrible, c'est que ça fait très longtemps, dès la naissance c'est vraiment citoyenneté possible, est née de la question du verbe, du langage. Et de comment aussi ça peut être discriminant. Par exemple, on disait les jeunes de banlieue ils parlent pas assez bien, donc non, pour le boulot c'est pas possible. Mais ça veut dire quoi, bien parler, mal parler, si on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un mot, le pouvoir que ça peut avoir. Donc nous, on s'est vraiment mis en tête de redonner le sens du pouvoir des mots.
et d'outiller les jeunes d'abord, puis après on est passé très vite aux adultes, quoi. Et je dirais en dernier lieu que c'était d'autant plus essentiel que quand ça commençait déjà, moi, à m'obséder, de par mon parcours personnel aussi, c'est que on mesurait à quel point cette parole violente, raciste, antisémite, sexiste, homophobe, complotiste, tout ce qui peut faire office de bouc émissaire, c'est terriblement banalisé. Fabrice Técher, on plante le décor. Ils sont en train d'arriver. Alors on est en train de préparer la salle, il y a le café qui vient de chauffer, on imprime les programmes. On a essayé un petit peu de revoir, on est sur une formation de 3 jours et la 3e journée était prévue sur la déconstruction des théories du complot. Mais comme c'est une formation de 3 jours sur la posture des professionnels face à la parole intolérante, donc parole raciste, antisémite, homophobe ou complotiste, on a essayé de revoir un petit peu le programme pour essayer de travailler sur mesure comme on fait toujours. Donc on a intégré beaucoup des remarques, des attentes des participants et on a une journée qui sera le matin sur les théories du complot avec à la fois des apports théoriques mais aussi différentes techniques de déconstruction, de reformulation pour essayer de comprendre un petit peu différents enjeux. Et parce que ça veut dire ça, très cher Fabrice, qu'il ne faut pas simplement s'adresser aux enfants pour déconstruire ces choses-là. Parce qu'ici, c'est un public majoritairement, enfin essentiellement et même exclusivement d'adultes. Oui, alors c'est un public d'adultes. Nous, on parle d'adultes en tant que personnes qui peuvent à la fois, évidemment, accompagner des jeunes, et ça c'est très important de pouvoir les renforcer dans leur posture professionnelle, mais aussi d'adultes qui peuvent eux-mêmes aussi avoir, comme nous tous, des préjugés dont on peut être victime, témoin ou partagé, y compris dans les discours complotistes. Donc on donne des outils dont on espère qu'ils puissent servir évidemment à tout le monde. Alors, ces outils, c'est lesquels? Ce sont lesquels? Oui, c'est des outils qui prennent du temps aussi à s'approprier, mais on a travaillé sur ce qu'on appelle une météo. C'est l'idée de, dans un premier temps de cette formation, déjà, pour pouvoir répondre à une parole difficile, intolérante, c'est déjà de pouvoir identifier ce que ça me fait, l'humeur dans laquelle je suis déjà même avant de la recevoir. Donc ça, c'est la météo. Voilà. Après, la charte relationnelle, c'est un outil qui permet, quand on travaille, quand on vit en groupe pendant plusieurs jours, de pouvoir poser des règles, mais pas qui viennent d'en haut, mais qui viennent du groupe et que le groupe partage et retravaille avec des outils de décision en intelligence collective. Le théâtre forum, c'est un outil de mise en situation qui permet de revenir, on l'a dit, sur des situations en tout cas qui ont été mal vécues par les participants et puis en se mettant à la place de l'autre, de voir peut-être d'autres façons avec différents outils à l'intérieur qu'on a mis en place. Après, on a travaillé sur des exercices qui permettent d'aborder la question de la banalisation de la parole raciste et on a eu des moments très forts autour de ça. Un autre exercice aussi sur les références historiques de chacun, qui permettait aussi de voir que parfois on pense qu'on a tous les mêmes références et puis on s'aperçoit, on en parlait la dernière fois, c'était les grèves, je parlais avec un collègue, je lui disais ah oui, moi les grèves de 95, je me rappelle quand j'allais à la fac en roller, puis je me tourne vers lui, je lui dis et toi tu te rappelles où t'étais? Il me dit moi j'étais dans le berceau, j'avais 2 ans. Et je me dis mince, en fait on n'a pas tous les mêmes références, donc mettre ça aussi par rapport à des sujets liés au racisme, à l'antisémitisme, ça a été aussi très intéressant et utile. Ça y est, ils sont en train d'arriver, on va être combien aujourd'hui? Normalement 12, si tout se passe bien. Donc le 13e, c'est nous, voilà, il en fallait un. Voilà, en tout cas c'est important pour nous de pouvoir travailler toujours en petits groupes, un peu plus d'une douzaine, et dans la durée, sur plusieurs jours, ça fait partie des points fondamentaux qu'on essaie de poser. Natacha, il y a un moment qu'on appelle ici la reformulation. Alors, en même temps qu'on reformule, on repousse les tables, on pousse les chaises, on s'installe en concave. Qu'est-ce qui se passe ?
Là, l'objectif de l'exercice, c'est de s'entraîner à reformuler, parce que la reformulation, c'est un outil qui permet de clarifier l'intention de la personne quand elle parle, lui faire prendre conscience de ce qu'elle dit, et pour nous, intervenants auprès de public, de comprendre ce que la personne essaye de dire, et d'insinuer du doute, en l'occurrence, sur les propos complotistes dans cet exercice, mais que ce soit un propos raciste, xénophobe, antisémite, la technique est toujours la même et c'est ça qu'on va expérimenter avec le groupe. Le doute n'étant pas là considéré comme un poison, mais bien au contraire. Non, c'est effectivement pour faire bouger la personne, qu'elle se questionne sur ce qu'elle dit, qu'elle s'entende dire ce qu'elle dit et qu'elle puisse se déplacer. Je repose les consignes pour le groupe. Voilà. Donc là, suite à la présentation de Fabrice, on a choisi, vous avez fait un petit assortiment de propos qu'on pourrait qualifier de complotistes. L'idée, là, c'est pas de questionner la source, d'aller croiser les sources ou ce que Fabrice vient de décrire, c'est de tester la reformulation. On en a parlé dans la première journée, je crois, de notre formation. Donc, j'aurais besoin de 2 volontaires. Votre objectif, là, c'est de reformuler ce que la personne dit, comment vous faites, et ensuite, on réfléchira ensemble sur comment mieux faire ou comment faire autrement. Donc, on y va, c'est parti. Ouais, je sais pas si t'as entendu, tu sais que les Américains, ils ont inventé le cancer. Hein. Les Américains, ils auraient inventé le cancer. Bah ouais. Ah ouais. C'est-à-dire le cancer... la maladie. Hein. Je sais pas, parce que, tu sais, on dit Pasteur a inventé les virus, etc. Tu veux dire qu'ils ont découvert le cancer ? Non, ils l'ont pas découvert, ils l'ont inventé. C'est eux qui l'ont injecté. C'est eux qui l'ont créé ? Oui. Ok. Ah ouais. Les Américains, tu veux dire, ça sera un labo américain ou c'est le gouvernement américain ? Ah non, c'est un labo, mais privé, du gouvernement américain. Mais ça, évidemment, personne n'est au courant, évidemment. Comment tu sais si personne n'est au courant ? Parce qu'il y a quand même des personnes qui se posent des questions et qui font des vraies recherches. D'accord. Et donc, il l'aurait créé... mais pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? T'es bien au courant quand même que les Américains et tous les lobbies qu'il y a derrière, ils veulent gouverner le monde, ils veulent dominer le monde, ils veulent D'ailleurs, ils ont réussi quand même, plus ou moins. Hein. Et pourquoi est-ce que le fait que le cancer soit créé, ça les aide à dominer le monde ? Parce que du coup, il y a moins de... et ça fait peur aux gens, du coup, il y a de moins en moins de personnes en bonne santé, et du coup, ça leur permet d'asseoir leur pouvoir. Ok. Bravo. Ok, alors peut-être sur la première partie, là, donc là, toi, t'entends ça, et qu'est-ce que tu fais pour reformuler ? Une question au conditionnel, justement, ouais, pour essayer de nuancer un petit peu. Ouais, je sais pas si vous l'avez entendu, mais c'était déjà une forme de distanciation. Super, ok. Puis oui, après reprendre chaque élément, comprendre quels termes sont derrière. Ouais, quand tu as dit découvert plutôt que inventé, du coup ça l'a aussi obligé à élaborer plus, à bien distinguer les deux. Les Américains, alors là les Américains, du coup tu lui as donné un peu des billes. C'est le gouvernement ou c'est un labo ? Voilà, et là du coup... Je sais pas ce que tu en penses, mais c'était peut-être aussi plus facile pour toi après de... Voilà. Du coup, le lien était fait. Ouais. Et donc, voilà. Mais c'est des petits trucs de vigilance. Mais là, tu t'aurais dit les Américains. Quels Américains ? Ça t'aurait peut-être questionné quelques secondes de plus, quoi. Vanessa, moi je travaille dans une association qui fait de l'éducation aux droits humains et de la formation également pour adultes. Et donc on essaye de faire cheminer chacune sur des questions variées, notamment sur les questions de discrimination. À la fin d'une formation, quand on vient de passer 3 jours en groupe, il y a un esprit de groupe qui reste ? Oui, il y a des liens qui se créent. Et là, les liens se sont créés très rapidement dès la première matinée. Et des liens de confiance, de bienveillance, de libre parole aussi. Et j'ai trouvé que c'était
assez dingue comme on peut se sentir si proche de personnes si rapidement. L'enjeu, là, dans ces 3 jours, finalement, on sort dans quel état? L'enjeu, c'était lequel? L'enjeu, c'est peut-être de ressortir avec des nouvelles lunettes et puis je dirais des nouvelles habiletés qu'on va pouvoir utiliser pour faire face à des paroles qui au quotidien nous déstabilisent. C'est des paroles qui vont parfois être très violentes, racistes, homophobes et qui nous mettent très mal à l'aise. Donc il faut ce genre d'outils. Donc ce genre d'outil est plus que nécessaire, notamment quand on travaille auprès d'un public, auprès d'un public jeune aussi, pour ma part. Ouais. Changement de focale, donc, puisqu'on change de lunettes. Et puis, pour un focus qui est assez évident, c'est essayer, tenter d'imaginer que ça va pouvoir mieux se passer. En tout cas, qu'on va pas laisser les choses se faire comme ça. En tout cas, je pense que la plupart des participants de la formation, clairement, aujourd'hui, ressortent après ces 3 jours avec, comme je disais, des lunettes qui vont permettre de mieux apercevoir tous les signes qu'on voyait pas forcément avant, et puis surtout d'être plus à l'aise pour pouvoir réagir et s'exprimer, réagir, dire quelque chose quand on se sent dans l'obligation de le dire, c'est-à-dire lorsqu'un propos est clairement raciste, violent, discriminatoire, homophobe. Souad Belhaddad, si au début de Citoyenneté possible était donc le verbe, il y a fallu appliquer toute une série de méthodes, de méthodologies, pour être concret. Comment ça se passe? Qui fait appel à vous? Alors, d'abord, la méthodologie, c'est on cherche tout le temps d'ailleurs. Nous, on est dans les principes de l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on pense que la ressource, c'est l'autre, c'est le participant, la participante, et on n'est pas des sachants ou des sachantes. Par contre, nous-mêmes, on a travaillé sur nos représentations et nos préjugés. C'est ça qui nous intéresse. C'est que, avant de dire faut pas ceci, faut pas cela, c'est qu'est-ce qu'il en est chacun de soi intérieurement. Donc déjà, nous, notre équipe, elle est vraiment formée à ça, à pouvoir identifier ses propres affects. Qui fait appel à nous? Eh bien, ce sont maintenant des publics de plus en plus larges. Initialement, c'était les professeurs, les conseillers de mission locale, les éducateurs, les bibliothécaires. Voilà, une population que j'aurais jamais imaginé avoir. Voilà. Mais nous, ce à quoi on tient, c'est la systémie. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'enseignant il vient et puis qu'il est outillé, etc., c'est super et c'est souvent le cas. Mais nous, on bataille parce qu'on veut que la cantinière, quand à la cantine, elle entend quelque chose et qu'elle réagisse, le jeune considère qu'elle est aussi légitime à répliquer que le prof. Le référent adulte, c'est pas la figure sacrée juste du prof ou du proviseur. C'est tout adulte qui constitue notre société civile. Voilà. On se rend compte que c'est un domaine dans lequel les formateurs peuvent former des formateurs aux formateurs. Oui, absolument, absolument. Même pour nous maintenant, je dirais que c'est ça notre prochain objectif. C'est former ceux qui ont à former et à encadrer. Voilà, c'est-à-dire former les enseignants en formation initiale, former comme on le fait des animateurs, des animatrices de centres de loisirs sur la question de l'égalité femmes, parce que eux-mêmes sont chargés de déconstruire les préjugés des enfants ou des jeunes. Mais si eux-mêmes en sont bardés sans même le savoir, ça va pas se faire, quoi. Donc, je me rappelle d'une formation qu'on a faite où on demandait à ces gens donc professionnels de centres de loisirs, est-ce que vous voyez des différences de comportement entre garçons et filles? Pas du tout. Il a fallu 2-3 tours de cercle, très lents, parce qu'on est vraiment très bon pour la dynamique de groupe à Citoyenneté possible, ça c'est sûr. Pour que finalement, y en ait un qui dise oui, c'est vrai qu'il y a un gamin, il se roulait par terre parce qu'il ne voulait pas s'asseoir sur la chaise qui est rose. Voilà. Si le professionnel lui-même, c'est quelque chose qui ne lui paraît pas si exceptionnel, voilà, comment va-t-il faire
pour élargir l'imaginaire de ce gamin. Donc, sauf qu'une fois de plus, je le dis, nous, on le fait sans injonction, sans culpabiliser. Parce que c'est ça qui est terrible aussi dans le clivage qui se passe actuellement dans notre pays, c'est qu'il y a vraiment une culpabilisation. Donc imaginez si on était là en disant « Comment ça? Mais vous lui avez pas dit qu'une chaise rose, c'était la même chose, etc. » Nous, ce qui nous importe, c'est de lui dire « Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Qu'est-ce que... » Puis peu à peu, la personne dit c'est vrai que moi-même, peut-être que moi-même à la maison, etc., quoi. C'est un lieu de parole. Vous savez, Citoyenneté possible, c'est devenu plus que jamais un lieu de parole, parce que dans notre pays, il n'y a pas d'espace de parole, et il y a encore moins d'espace de dialogue. Esprit critique, es-tu là? 6e épisode. Déconstruire les préjugés. Seconde partie, second mouvement. 2 mois plus tard. Autre espace de rencontre où la parole est centrale. Départ vers le mémorial de la Shoah, au cœur du 4e arrondissement parisien. Rendez-vous avec Jacques Fredge, son directeur général, qui nous ouvre les portes de son institution après le confinement. Tous deux, nous nous parlerons en respectant les gestes barrières et en portant nos masques. Les visiteurs du mémorial de la Shoah, dont vous êtes le directeur général, Jacques Fredge, sont obligés de passer par cet endroit. Ce sont quelques 76 000 noms qui nous accueillent. Oui, alors en fait, ce mur vient d'être rénové. On l'a rénové en janvier de cette année, et à la fin pour marquer la date anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, le 27 janvier. On l'a rénové. Mais on l'a créé en 2005 lors de la restructuration de l'institution. Et en fait, il y a en effet les noms des 76 000 juifs déportés de France. 3 500 sont rentrés de déportation. Et en fait, on les a mis ici en guise d'introduction à la visite du mémorial pour montrer ce que c'est un génocide. Un génocide, on tue des hommes, des femmes, des enfants parce qu'ils sont nés quelque chose. L'idée, c'était de ressortir ces noms à la lumière. Les nazis avaient cherché à les assassiner dans la pénombre d'Auschwitz. Notre responsabilité à nous, Mémorial de la Shoah, 75 ans après, c'est de les ressortir pour les faire exister à nouveau, pour témoigner qu'ils ont existé et témoigner du crime. Je commençais en évoquant justement le parcours du visiteur. Quel est le sens, Jacques Fredge, de cette visite? C'est d'abord de dire un certain nombre de choses. C'est que ce crime a été perpétré en Europe. Il a été fait par des Européens contre d'autres Européens. C'est une page de l'histoire de l'Europe. Et l'idée, c'est de rappeler qu'à la base de tout cela, il y a une idéologie nazie. Et cette idéologie nazie, elle a des ressorts et des mécanismes qui sont ceux d'il y a 75 ans, mais malheureusement, qui accompagnent l'histoire de l'humanité. Et encore aujourd'hui, il y a des mécanismes identiques que l'on peut voir à droite et à gauche autour de nous dans l'actualité. Jacques Fredge, on s'écarte de ce mur, on rentre à l'intérieur du mémorial de la Shoah proprement parlé, même si on est là, encore dans le bâti, et ce qu'il a de plus émouvant à nous offrir, c'est-à-dire que les murs, vous les faites parler. Voilà, alors la colonne vertébrale de notre institution, c'est de transmettre l'histoire. Nous, au mémorial, nous sommes nés d'abord comme un lieu d'histoire, comme un centre de documentation pendant la guerre en 1943. Et notre existence a commencé en collectant des archives. Et nous sommes devenus un mémorial dans les années 50, avec une raison simple. C'est que les Juifs ont été assassinés, mais que les nazis ont brûlé les corps, parce qu'ils considéraient que les Juifs étaient dangereux, même morts, dangereux pour la race aryenne. Et donc, en fait,
La problématique qui s'est posée au lendemain de la guerre, c'est que les familles n'avaient pas de pierre tombale, pas de cimetière. Donc comment on fait le deuil quand on n'a pas de pierre tombale ? Et c'est la raison de la création du mémorial. Et par la suite, de centres d'archives, de mémorial, nous sommes devenus également un lieu d'éducation, un musée, un lieu de transmission. Mais ce qui est vrai, c'est que si la mémoire est partout, nous, c'est l'histoire que nous transmettons. Parce que l'histoire fait appel à l'intelligence, et finalement, c'est ça qu'on veut toucher. Il y a pour ça des outils qu'ici, au Mémorial de la Shoah, Jacques Fretsch, vous utilisez, et parmi ceux-ci, des séminaires, évidemment, et aussi des ateliers destinés aux enfants, mais pas que, évidemment. Et sur ces ateliers, un thème revient assez fréquemment, c'est celui de la lutte contre les préjugés qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, alors en fait, c'est le rôle du mémorial. Très vite, ces dernières années, avec la montée de l'antisémitisme, du terrorisme, des théories complotistes, du racisme, nous a amené, nous, qui étions extrêmement tournés vers l'enseignement de l'histoire du passé ou des génocides, finalement à redescendre d'un cran et à modifier notre façon de travailler. C'est-à-dire qu'avant, comme tous les musées de France et de Navarre, on attendait le public au mémorial. Ce qu'on a décidé de faire depuis 3 ans, c'est d'aller dans les établissements scolaires. Donc on va dans les établissements scolaires. Aujourd'hui, on se rend compte que la plupart du temps, quand on a affaire à des jeunes, on a affaire à des jeunes qui sont pétris de stéréotypes. Ces stéréotypes vont nourrir la construction d'idées racistes et antisémites. Et puis, parfois, malheureusement, on peut voir des enfants qui vont basculer vers des comportements plus radicaux. Et donc, au lieu de travailler de manière ciblée sur la Seconde Guerre mondiale, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on travaille aussi sur des choses très simples, qui sont à la base même du racisme et de la méconnaissance de l'autre. C'est-à-dire que le stéréotype, c'est vraiment quelque chose qu'on reçoit de son entourage, qui est cultivé par l'environnement dans lequel on est, ou par la société dans laquelle on vit, et puis, mais qui va permettre finalement d'élaborer un racisme plus ou moins construit. Il se trouve que la plupart du temps, quand on a affaire à des jeunes, on n'a pas affaire à des idéologues, on a affaire à des jeunes qui vont répéter ce qu'ils entendent, ou simplement parce qu'ils n'ont jamais rencontré un juif, ils vont fantasmer la figure d'un juif à travers des stéréotypes et des clichés. Et donc, notre travail, à nous, c'est vraiment de descendre presque au niveau des pâquerettes et de les faire réfléchir sur ces questions des stéréotypes. On a tendance à généraliser de manière quotidienne ce qu'on voit, ce qu'on pense, etc. Et notre rôle est d'expliquer le danger de cette généralisation, de cette essentialisation. Si à partir du moment où on voit quelqu'un et à travers lui on voit un groupe et qu'on fait des généralités, et pour le meilleur et pour le pire. Et finalement, comment la pensée va chercher un biais de confirmation auprès d'un entourage qui pense la même chose que vous, parce que finalement, on vit en France dans une société assez clivée, et où on fréquente des gens qui nous ressemblent, et donc le biais de confirmation d'un stéréotype ou d'un cliché, mais on l'a en permanence. Donc on nous renvoie ce qu'on pense, parce qu'on ne fréquente que des gens qui pensent la même chose que nous. Tous ces ateliers-là permettent en effet de revenir à la raison avec des exemples très concrets de la vie quotidienne d'aujourd'hui. Et c'est vrai de l'antisémitisme, mais finalement c'est vrai. Nous, on a été frappés, par exemple, je vous le dis, du racisme anti-noir, qui est d'actualité aujourd'hui, mais qui est encore dans la population française. Du racisme contre les Asiatiques, qui ressemble d'ailleurs un peu à l'antisémitisme dans leur expression, puisque on accuse les Asiatiques de... On ne sait pas ce qu'ils font, ils sont en famille, ils sont très solidaires, c'est un groupe à part, ils doivent certainement comploter, l'Asie va maîtriser le monde. Enfin, il y a énormément de points communs. Et dont la figure du bouc émissaire. Exactement. Et donc, si vous voulez, notre rôle dans tout ça, c'est de ramener de la raison, du raisonnement, et d'apprendre à raisonner avec sa tête et non pas avec ses pulsions.
Alors on comprendra, le confinement s'étant invité depuis ma visite à la formation de citoyenneté possible qu'on ne peut pas aujourd'hui encore aller voir ces ateliers que vous organisez, vous, Mémorial de la Shoah, Jacques Fredge, avec ses élèves. En revanche, quelqu'un va nous parler, et ça c'est un point très important pour vous, de la façon dont il faut aussi former les enseignants, leur donner des outils. Oui, alors ça c'est aussi un des points qui nous a, nous au Mémorial, très vite mobilisés, c'est-à-dire qu'il y a au moins 20 ans qu'on a compris que l'enseignement de l'histoire ne pourrait se faire, de l'histoire de la Shoah et de l'histoire des génocides, ne pourrait se faire en France qu'avec l'aide des enseignants. Et à un moment où l'Éducation nationale ne comprenait même pas qu'il fallait former les enseignants pour enseigner cette histoire, nous avons commencé à nous préoccuper de la formation. Parce que, vous savez, souvent, un enseignant va être mal à l'aise s'il ne maîtrise pas un sujet. Il ne répondra pas avec efficacité s'il ne maîtrise pas un sujet. Parfois, il zappera le sujet s'il a l'impression qu'il va être contesté, mis à mal dans certaines classes. Et il y a certains sujets qui seront traités différemment, comme un devoir à la maison, si un enseignant n'est pas à l'aise. Donc aujourd'hui, l'Éducation nationale a bien compris la nécessité de former les enseignants. Donc nous organisons en effet tout un tas de formations, des formations historiques, des formations pédagogiques sur des outils à utiliser. Mais Yanis Roder en parlera mieux que moi. La pandémie, l'arrivée de cette étrange période de confinement généralisé est tombée le jour même de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Ici, au Mémorial de la Shoah, il y a un atelier qui était prévu, Yanis Roder, autour justement de cette lutte contre les préjugés, comme s'il s'agissait d'une matière à part entière, cette lutte, cette déconstruction des préjugés. Alors oui, parce que on est tous habités par des préjugés, conscients ou inconscients. Nous les véhiculons parfois sans y prendre garde, et parfois même dans nos actes. Yanis Roder, responsable des formations au Mémorial de la Shoah. Mais c'est vrai qu'une des missions que s'est confiée le Mémorial, c'est donc d'élargir ces questions de violence de masse, de génocide, donc de Shoah, à la construction, aussi à la construction des préjugés, à la construction des processus politiques, en ayant toujours conscience que les préjugés sont peuvent être en tout cas un marchepied pour autre chose, un marchepied pour une exclusion, un marchepied pour une violence, qu'elle soit réelle ou symbolique. Et donc nous tenons à réfléchir et à faire réfléchir les élèves sur justement la portée. D'abord, ce que c'est qu'un préjugé, comment se construit un préjugé, comment on sait que c'est un préjugé, et puis ce que ça signifie en termes sociaux et en termes politiques dans une société. Est-ce que cela peut entraîner et avoir comme conséquence réelle, vécue par certains. Donc nous sommes convaincus que nous avons un rôle modeste, nous sommes une institution modeste, mais que nous devons jouer un rôle parmi toutes les institutions qui jouent ce rôle, et notamment l'école, qui a un rôle beaucoup moins modeste. Nous avons un rôle à jouer dans la construction de la paix sociale, parce que abattre les préjugés, faire disparaître les préjugés, c'est construire de la paix sociale et c'est construire du commun. Concrètement, comment vous y prenez ? Est-ce que le premier souci est aussi de montrer aux enseignants qui sont confrontés directement à ces préjugés comment arriver à les détourner, à les traiter, à les faire disparaître ? Oui, je crois que nous essayons d'apprendre aux enseignants qui sont demandeurs et qui nous contactent, parfois parce qu'ils ont aussi des soucis en classe, notamment du fait de l'expression de certaines radicalités dans le vocabulaire, dans la parole, des radicalités politico-religieuses, auxquelles ils se heurtent. Nous leur apprenons à faire face à cela. La première chose que nous leur disons, c'est que
il ne faut pas empêcher l'expression de la parole chez les élèves. C'est-à-dire que quand un élève dit quelque chose, il faut le pousser à aller jusqu'au bout de son raisonnement, en lui montrant que l'on prend en compte ce qu'il dit. Parce que si l'enseignant rembarre l'élève, non seulement vous n'arriverez à rien avec lui, mais les autres qui sont autour, parce que ça se passe toujours dans un groupe classe, les autres qui sont autour ne comprendront absolument pas le courroux qui s'abat sur cet élève. Alors que si vous dites à cet élève, c'est intéressant ce que tu me dis, eh bien, il va se sentir valorisé et va pousser son raisonnement, parce que vous le prenez en compte. Et à partir du moment où il pousse son raisonnement, eh bien, on peut commencer, et c'est ce que nous essayons d'apprendre aux enseignants, on peut commencer à déconstruire. Je vais prendre un exemple. Tu as dit, les Juifs ont de l'argent. Si un élève dit ça, c'est tout bête, hein, mais au lieu de rentrer dans une polémique stérile en disant « mais ça ne repose sur aucune base, etc. », il faut prendre les choses autrement. Les Juifs ont de l'argent, d'accord ? Donc tous les Juifs ont de l'argent, c'est ce que tu dis. En général, oui. Est-ce que tu connais tous les Juifs ? Est-ce que tu sais combien il y a de Juifs dans le monde ? Est-ce que tu les connais tous ? L'élève, nécessairement, ne peut que dire non. Et à partir de là, on peut commencer. On dit alors, qu'est-ce qui te permet de dire ça ? Moi, je ne connais pas tous les Juifs, donc je suis incapable de dire si tous les Juifs sont riches. Mais toi, apparemment, tu les connais tous. Et c'est un petit jeu, si vous voulez. Et tout cela en gardant un ton très amical. Et on peut tout à fait, à ce moment-là, déconstruire le propos et montrer que ce sont des représentations, des préjugés, et que cela ne repose sur aucune base scientifique, en tout cas, solide. Qu'est-ce que permet l'arrivée parfois de personnes étrangères à la classe que les enseignants ne peuvent pas, eux, provoquer ? Ça peut provoquer beaucoup de choses parce que une personne étrangère à la classe qui arrive et qui commence à faire travailler les élèves, avec le soutien des enseignants, ça ne peut pas se faire sans le soutien des enseignants, hein. Avec le soutien des enseignants, c'est un autre regard que les élèves jettent sur un adulte. Ils n'ont pas le lien qu'ils peuvent avoir avec l'enseignant, il y a une sorte de retenue. Et puis aussi, comme la personne est souvent présentée à juste titre comme une personne experte, il y a un regard différent qui est jeté sur cette personne. Elle va nous parler de quelque chose, elle est spécialiste, on va l'écouter. Et effectivement, les intervenants extérieurs du mémorial, quand ils arrivent dans les classes, sont des gens d'abord qui sont extrêmement bien formés, nous y veillons, et qui sont aussi de très bons pédagogues, nous y veillons aussi, et donc qui savent répondre aux différentes situations, quelles qu'elles soient amicales, qu'elles soient, parfois, ça peut arriver hostiles. Ils sont formés à cela. Et donc, cela permet d'aller parfois sur des terrains que le professeur, peut-être moins armé sur certaines choses, évite. Ou alors n'ose pas affronter, ça peut arriver, hein, on n'est pas spécialiste de tout. On a tellement de choses à voir quand on est professeur d'histoire-géographie par exemple, ou professeur de lettres, qu'on ne peut pas être spécialiste de tout. L'arrivée d'un spécialiste, c'est aussi l'occasion d'aborder des thèmes, d'aborder des questions dans lesquelles le professeur ne se sentait pas nécessairement à l'aise. C'est peut-être aussi pour cela qu'il fait appel à ses experts. Donc c'est l'occasion de travailler autrement, parfois aussi de libérer la parole, parce que libérer la parole face à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est parfois plus facile que de la libérer face au professeur qu'on aime bien et on n'a pas envie de lui faire de la peine, ou alors on sait que on n'a pas trop intérêt à le dire, voilà, des choses comme ça. De quoi, Yanis Roeder, les profs que vous formez, justement, ont-ils le plus besoin ? Ils ont besoin de comprendre que l'histoire que nous devons enseigner est une histoire politique. C'est pas une histoire morale, moralisante. C'est une histoire politique. Que les actes qui sont commis par des hommes qui sont animés par des idées politiques, qui forment une idéologie, et que ces idéologies, quelles qu'elles soient, eh bien, sont celles qui vont armer les tueurs, celles qui vont armer ceux qui vont détruire les liens politiques et les liens sociaux dans une société. Et je crois que ce qu'ils doivent comprendre, au-delà du fait que ces crimes sont le résultat de processus politiques, eh bien, c'est que les idéologies, ce sont des systèmes de croyances. Vous savez, on me dit souvent, moins aujourd'hui, mais on me le disait souvent, mais enfin, les nazis ne croyaient pas vraiment à ce qu'ils disaient. Mais bien sûr qu'ils y croyaient vraiment. Ils étaient totalement convaincus, sinon on ne passe pas à l'acte. Ce n'est pas vrai. Et il faut comprendre, et les enseignants le comprennent, évidemment, qu'une idéologie, quand on y adhère,
on y adhère complètement. Et on est convaincu d'être dans le vrai, d'être dans le juste, de détenir la vérité. C'est cela qu'il faut comprendre. Et comprendre qu'on est abrité par ses propres croyances, qui se résument à ce triptyque, liberté, égalité, fraternité. Mais quand vous voyez Yanis Schröder, des collègues qui disent « Mais tu y crois, toi, encore, à la République ?» Oui, c'est toujours très inquiétant et déstabilisant d'entendre, parce que ça m'est arrivé d'ailleurs, des collègues me dire « Mais ça représente quelque chose pour toi, la République ?» Mais évidemment que ça représente quelque chose pour moi, la République. La République, c'est le système politique que nous nous sommes choisis, dans un système démocratique où chaque avis, chaque opinion peut être librement exprimée dans la mesure où elle ne contrevient pas aux lois que nous avons en commun décidées. Donc, moi, je suis convaincu que la République, notre République, parce que c'est une démocratie, eh bien, c'est le seul rempart contre la désunion qui entraîne l'affrontement qui produit de la haine et qui est, comme on dit aujourd'hui, disruptif pour une société. Donc il faut absolument que nous soyons convaincus, que les enseignants soient convaincus que la devise de la République, c'est une devise... Alors évidemment, on dit toujours, oui, mais il n'y a pas de vraie liberté. Mais ça n'existe pas dans l'absolu. Ce sont des idéaux vers lesquels nous devons tendre et vers lesquels nous tendons de plus en plus et le plus possible. Et c'est cela que nous devons défendre. Avec comme mission d'aiguiser l'esprit critique de chacun. C'est fondamental. Chacun, et c'est tout le rôle de l'école, d'aiguiser l'esprit critique et de faire en sorte que chaque individu devienne un individu autonome, capable de penser par soi-même, évidemment, avec son substrat personnel, avec son histoire personnelle, avec sa culture, son capital social, son capital culturel, mais être capable, vous savez, je crois profondément que c'est le rôle de l'école, être capable de se dégager de toutes les contingences. L'école, c'est ce qu'elle offre, la possibilité de respirer. Vous quittez chez vous, vous quittez en bas du quartier, enfin le quartier, vous quittez votre famille, et vous entrez dans un autre monde à l'école. Et c'est un monde de respiration intellectuelle, où vous allez découvrir autre chose que ce que vous pensez être juste et vrai. Et on va vous le proposer, vous en faites ce que vous voulez, mais on vous le propose. Et c'est toute la force de l'école. Et cette école qui ouvre d'autres horizons que l'horizon que nous avons chez nous, et qui peut être plus ou moins étroit, mais qui n'est pas aussi large et qui ne sera jamais aussi large que ce que peut proposer l'école. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un drame que cette école ait été fermée depuis si longtemps pendant cette période étrange de confinement. Oui, vous savez, l'école, moi je suis toujours frappé quand j'entends 3 mois sans école, c'est pas la mort. Évidemment, c'est pas la mort. La mort, c'est le Covid, on est d'accord. Et c'est pas très grave. Moi, je pense que c'est grave. Je pense que c'est grave parce qu'on ne vit pas tous, on n'a pas tous vécu le même confinement. On n'a pas tous vécu la même école dans le confinement. On n'a pas tous la même approche des choses, on n'a pas tous le même capital social et le même capital culturel. Et mes élèves, par exemple à Saint-Denis, ont un immense besoin d'école. Et l'école, ce n'est pas seulement le lieu, justement, des apprentissages. C'est le lieu de l'épanouissement personnel, de l'épanouissement intellectuel, du fait de la respiration qu'offre l'école, bien sûr, mais c'est aussi le lieu de la socialisation, de l'apprentissage des règles de la vie en commun. C'est une petite société, l'école, et c'est l'apprentissage de la vie en société. Donc ça va largement au-delà de l'apprentissage scolaire. C'est un apprentissage de la vie et de la vie en société. Et quand des élèves qui vivent des difficultés au quotidien, dans leur famille, dans leur quartier, qui vivent une vie difficile, eh bien, ne plus avoir cette respiration qu'est l'école, en être coupé pendant les 2 mois et demi du confinement, plus les mois d'été, c'est 6 mois finalement sans école, et donc sans lien, sans rythme, sans cadre, et sans construction de ce lien social dont ils ont absolument besoin. Moi, je suis inquiet de ce qu'il sortira de ça. Déconstruire les préjugés,
du 6e épisode de la collection de podcasts originaux produite par le Fonds du 11 janvier, Esprit critique et tu là. Merci à l'association Citoyenneté Possible et au Mémorial de la Shoah. Remerciements à Souad Belhaddad, Natacha Waxman, Fabrice Techer et tous les participants de l'atelier de Citoyenneté Possible qui nous ont accordé leur confiance, ainsi qu'à Jacques Fretsch et Yanis Roeder qui nous ont ouvert les portes du Mémorial de la Shoah. Toutes les informations sont disponibles sur le site fonddu11janvier.org. Cette collection de 7 podcasts originaux est réalisée par le studio de création Écran Sonore. Direction éditoriale Anne Lescaut, habillage sonore OH, montage et mixage Benoît Artaud, au micro Alexandre Hérault. Esprit critique et tu là est hébergé par Aosha et à retrouver sur toutes les plateformes et agrégateurs de podcasts. N'hésitez pas à partager et à liker, ainsi qu'à lui attribuer plein de petites étoiles sur Apple Podcasts par exemple. À bientôt pour une dernière plongée autour de la planète associative soutenue par le Fonds du 11 janvier.